Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Jacques Sternberg. Une esthétique de la terreur. Approche littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Yasuhika Akai, Simone de Beauvoir, la narration en question, 2011. Wally Kouadrimostefauui. Lecture de Assia Djbar. Analyse linéaire de 3 romans, L'amour, la fantasia, Ombre sultane, La femme sans sépulture 2011. Daniel Mateo Kaoté, Le rire carnavalesque dans les romans de Sonny Laboutancy, 2011. Murray Lucie Clément, Andrei Makin, Le multilinguisme, la photographie, le cinéma et la musique dans son œuvre, 2010. Maha BenabedelaDhim, Laurent Gaspard en question de l'errance, 2010. Adelmottehalter, Duras d'une écriture de la violence au travail de l'obscène, 2010. Monsieur Euzenotlemoigne, Sonny Laboutancy. La subjectivation du lecteur dans l'œuvre romanesque, 2010. Béchaïn, Le chercheur d'or de J.M.G. Leclésio, Problématique du héros, 2010. Y. OTENG, Pluralité culturelle dans le roman francophone, 2010. Angelica Werneck, Mémoire et désir. Marguerite Duras Gabriel Roy 2010. Agnès Aguerre, L'avocat dans la littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance 2010. Sylvie Gazagne, Salas Tétier, lecteur de Rimbaud et de Mallarmé. Regard critique, regard créatif 2010. Élodie Ravidat, Jean Giraudoux, La crise du langage dans la guerre de Troie n'aura pas lieu et Electre 2010. Akraibi, C. Ramirez, L'héritage des mille et une nuits et du récit oriental en Espagne et en Occident, 2009. Gloria Sarvayka, Un dialogue interculturel, 2009. Nelly Mareine, Henri Miller, Blaise Sandrard. Deux âmes sœurs, 2009. Christian Paviot, Césaire autrement. Le mysticisme du cahier d'un retour au pays natal, 2009. L'horreur et l'extase de la vie. Vécu simultanément. Comme une expérience. À l'intérieur du même instant. De chaque instant. Sioran. Introduction. Souvenez-vous de ce que Baudelaire réclamait à l'artiste. Que dans le quotidien il atteigne et fasse jaillir l'étrange, le mystérieux, l'horrible, le bizarre, et qu'il parvienne à faire naître des frissons nouveaux. L'ambition n'est pas singulière. Depuis plusieurs siècles, de nombreux écrivains s'y sont essayés. Certains, allant plus loin dans l'expérience de l'étrange, ont mis la terreur en mots. Le roman gothique ouvre la voie à une esthétique de la terreur. Tout commence en Angleterre en 1764, avec le roman d'Horace Walpole, Le château d'Otrante, qui fait figure d'œuvre fondatrice du roman terrifiant. La peinture du mal devient la substance même de ce genre. Évoquant les mythes de Faust, du juif errant, de Prométhée, de Satan, le roman noir a toujours recours à la même recette. L'époque évoquée est celle d'un Moyen-Âge barbare et ténébreux, empli de vieux châteaux isolés, où des moines cruels et lubriques torturent d'innocentes jeunes filles. De mystérieux bruits troublent les nuits, de sombres vengeances pèsent sur les descendances. Un effet de surprise naît d'un mélodrame ou d'une reconnaissance. Les frissons ambigus parcourent le lecteur. Tout est dosé pour produire un cocktail de peur et de plaisir, l'ivresse d'un sadomasochisme latent. Edmund Burke, dans sa recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, paru en 1756, s'était penché préalablement sur l'horreur détectable que peut transmettre l'art. Pour lui, tout ce qui est propre à susciter d'une manière quelconque les idées de douleur et de danger, c'est-à-dire tout ce qui traite d'objets terribles ou agit de façon analogue à la terreur, est source de sublime, c'est-à-dire capable de produire la plus forte émotion que l'esprit soit capable de ressentir. En 1797, Anne Radcliffe et Matthew Gregory Lewis useront des mêmes artifices dramatiques mais en y apportant chacun un renouveau. Les romans d'Anne Radcliffe, tels l'Italien ou le Confessionnal des pénitents noirs, déclenchent d'autant plus un sentiment de peur chez le lecteur qu'ils ménagent un suspens construit sur de nombreux rebondissements. Les personnages sont parfois un peu caricaturaux comme chez Walpole. En revanche, ceux d'Anne Radcliffe ont une épaisseur psychologique dont ceux de Walpole étaient dépourvus, ce qui permet une meilleure identification par le lecteur.
Cette finesse psychologique et cette rigueur dans la structure interne de l'œuvre sont la marque d'un plus grand souci d'efficacité. La terreur est suscitée chez Matthew Gregory Lewis par le poids du fatum, le poids du péché condamné par la morale religieuse. Chez la première, le lecteur est rassuré par la chute rationnelle, tandis que chez le second il achève sa lecture sur une vision de l'empalement du héros par le diable. Ces deux scènes illustrent parfaitement la théorie de Svetan Todorov sur l'essence du fantastique, née de l'hésitation entre une explication rationnelle et une explication surnaturelle. En effet, un nouveau genre verra le jour sur les traces du roman gothique, le fantastique. C'est que grâce au roman noir, explique Jean-Baptiste Barognan, on s'aperçoit que l'extravagance, l'hyperbole, le goût du macabre, la terreur peuvent parfaitement servir de support à une narration, non plus seulement comme éléments épars émaillant çà et là un récit, non plus comme motifs isolés et occasionnels, mais bien comme fin, comme raison d'être fondamentale d'une création romanesque. 2. Du roman noir, hélas, les nombreuses imitations ne retiendront dans l'immédiat que ses poncifs. À l'instar des épisodes sentimentaux raillés par Flaubert, ce ne sont que fantômes, spectres, revenants, empoisonnements, meurtres, secrets, prédictions, inquisitions, révélations, nuits de pleine lune, cimetières, ruines et souterrains. Rien n'est de trop, rien n'est trop fort pour susciter la terreur et la rendre visible. D'autres, heureusement, suivront les pas d'Anne Radcliffe avec plus de succès, tels le vicomte d'Arlincourt, Paul Lacroix et surtout Jules Janin. Mais les seuls romans frénétiques qui susciteront l'intérêt de la postérité sont d'origine étrangère. Vathek du britannique William Beckford et manuscrits trouvés à Saragosse du polonais Jean Potocki. Seulement, dans la mesure où le roman noir est prodigue de persécution, il inspirera un grand maître de l'érotisme dont le nom a donné lieu à un néologisme, le sadisme. Le marquis de Sade fut effectivement l'un des premiers à pousser à l'extrême les procédés narratifs du roman noir, tel ce trio infernal du scélérat, de la victime et du bourreau. Les auteurs fantastiques se sont eux aussi longtemps servis des ingrédients du roman gothique. En 1830, Charles Nodier a le premier défini le fantastique comme qui fait peur. Et pour faire peur, certains n'hésitent pas à faire appel à cet arsenal de la terreur. Ils en recueillent le folklore en ajoutant pour Bram Stoker, Théophile Gautier ou Sheridan Le Fanu, une créature surnaturelle, le vampire. De même, le mélodrame puis le théâtre romantique emprunteront ces décors propres à créer une atmosphère inquiétante. Il ne faut pas non plus négliger l'apport du roman noir dans la thématique des grands romanciers de l'époque romantique, tels Hugo, Balzac et Baudelaire. De la même façon, Alexandre Dumas aura recours à ce bric-à-brac de la terreur pour ses romans d'aventure, dont les héritiers seront au début du XXe siècle, Gaston Leroux, Maurice Leblanc et Maurice Renard. Leurs œuvres, à grand renfort de sorciers et de ghouls, préfigurent le récit d'épouvante et la production fantastique de grande diffusion d'aujourd'hui. Avec Edgar Allan Poe, découvert en France dans les années 1850 grâce à Baudelaire, cet arsenal douteux de la terreur sera abandonné. La terreur n'est plus visible, à grand renfort de lieux angoissants et de personnages diaboliques. En effet, Poe fait naître un nouveau concept de la terreur extrêmement mordant. Ce n'est plus l'accumulation des motifs mais la sobriété de la mise en scène qui produit l'esthétique de la terreur. Le roman gothique plantait son décor dans un milieu angoissant et mystérieux. Poe situe son action dans le monde de tous les jours. Le roman noir crée des personnages maléfiques et souvent surnaturels. Poe utilise des individus, souvent inquiétants à notre image. Le roman gothique énumérait les divers indices d'un mystère. Poe préfère l'efficacité de la suggestion, de l'image, et gagne tous ses effets par la cohésion et la logique. Il va d'ailleurs s'amuser à pasticher la littérature gothique par ses motifs ou les clichés de son style. Pour autant, la mort est bien présente chez Poe, mort violente, inattendue. L'étrange n'est plus à l'extérieur de l'homme mais en lui. Ces récits décrivent les défaillances, les dérèglements inhumains, entrant dans le détail des cas extrêmes de névrose et des délires. La terreur n'est plus palpable, visible mais indicible. Maupassant, à la suite d'Edgar Poe et d'Hoffmann, est très souvent revenu sur l'idée que le fantastique moderne doit négliger les effets faciles et se contenter de faire intervenir dans une trame vraisemblable un simple élément anormal.
Il présente de même la peur comme un des ressorts essentiels du fantastique. Depuis Poe, l'originalité du fantastique moderne vient de ce que l'auteur communique au lecteur la peur ressentie par les personnages. Que l'objet de la peur soit réel ou pas, peu importe, seul compte l'effet voulu. La terreur se manifeste dans le récit par la rupture des évidences sur lesquelles repose notre univers quotidien. Tout au long du XIXe siècle, de nombreux écrivains vont s'illustrer dans cette voie. D'autres motifs sont exploités. Certains viennent d'un fond folklorique. Ainsi, le diable, appartenant à la théologie après avoir joui d'une existence réelle pour les hommes du Moyen-Âge, survit au XIXe siècle à travers les fonctions du pacte ou des maléfices. L'archétype en est la légende de Faust. Ce savant conclut un pacte avec Méphistophélès, dont les termes sont les suivants. Le diable donne à Faust la connaissance de la magie et 24 ans de plaisir et de pouvoir, après lesquels l'âme de Faust lui appartiendra. La version de Goethe diffère en 2 points. Faust conclut ce pacte pour étendre ses connaissances et à la fin il n'est pas damné. D'autres motifs ont une originalité mythologique. Les parties séparées du corps humain et les objets s'animent, telle la statue de la Vénus d'Île. Apparition, âme en peine et passage entre rêve et veille complètent ce nouvel éventail de possibilités. On assiste d'ailleurs en fin de siècle au renouveau de l'occultisme et au retour du diable, avec Barbey d'Aurevilly et ses héritiers. Le péché fascine à nouveau. Léon Bloy, dans ses Histoires désobligeantes 1894, excelle dans la cruauté de ses contes noirs, mélange des procédés de Villiers de l'Isle-Adam et des idées de Barbey d'Aurevilly. Comme Poe, Ambrose Bierce et son œuvre sont hantés par l'idée de mort, la terreur de mourir, si bien que dans l'une des préfaces qu'il lui consacre, Jacques Sternberg le qualifie parmi ses confrères d'outre-Atlantique, du plus morbide, du plus ténébreux. Marcel Schwob croit lui aussi à la terreur, éternelle, à la fois extérieure et intérieure à l'homme, inextricablement liée à son destin et au merveilleux. La terreur aborde une autre perspective au XXe siècle. La thématique de Roger Caillois comme la formule de Todorov se vérifie de moins en moins. Le fantastique contemporain ne réside plus dans l'hésitation entre le naturel et le surnaturel, mais entre le motivé et l'arbitraire, le quotidien et l'absurde. L'auteur commence par planter un décor des plus ordinaires. Il prend soin de suggérer de temps à autre par un adverbe, par un doute, une fissure dans le monde réel. Et soudain, il fauche le lecteur de plein fouet, faisant apparaître un phénomène inconnu, terrifiant, déstabilisant. Kafka, lui, réduit ce basculement, c'est-à-dire la métamorphose de Grégor Samsa en insecte, à quelques lignes. Aucune explication n'est donnée, à lui de survivre. Plus question de diable ou de folie pour expliquer cette condition dont aucune logique ne ressort. Place à la déroute. La terreur contemporaine jaillit par cette faille dans le monde quotidien. Comme la plupart des récits fantastiques, tels que les définit Roger Caillois, ces nouvelles se déroulent dans un climat d'épouvante et se terminent presque inévitablement par un événement sinistre qui provoque la mort, la disparition ou la damnation du héros. 3. Kafka apparaît alors comme l'initiateur de cette rupture par rapport à la tradition fantastique, et alimentera une philosophie de l'absurde. Après la Seconde Guerre mondiale, le fantastique s'oriente en effet vers l'absurde. Depuis Kafka, de nombreux auteurs renient l'existence d'une loi cachée, religieuse ou non, qui expliquerait les phénomènes échappant à une interprétation rationnelle. Pour eux, l'absurde reste la meilleure manière d'exprimer ce glissement vers l'irrationnel. 2 noms sont à retenir. Le premier, Boris Vian, place son œuvre romanesque sous le signe d'une fatalité absurde. Ses personnages et même leur univers sont incapables d'échapper à un destin aveugle et inintelligible. Qu'il s'agisse de science-fiction, de fantastique, d'humour noir ou d'amour, l'univers du second, Jacques Sternberg, offre une vision lucide de l'absurdité de notre condition. Mais cette philosophie de l'absurde en France s'exprime avant tout par le théâtre. Ionesco, Genet, Adamov, Beckett fondent dans les années 1950 ce qu'on appelle le théâtre de l'absurde. Malgré leurs différences, ces dramaturges inventent de concert une forme nouvelle de répétition, qui n'enfante plus nécessairement le comique, tout au contraire. La portée des théories de Bergson sur le rire s'en trouve du même coup circonscrite. Cette convulsion morbide qui exhorte les personnages à réitérer toujours les mêmes gestes, est une mise en scène de l'automatisme de répétition freudien. Les obstacles sont intérieurs, inscrits dans le corps. De même, la perception du temps sur le mode de la répétition fait disparaître les décors.
C'est pourquoi l'absurde se caractérise par la déshumanisation des personnages et une mise en scène du non-sens. La vie représentée devient source de terreur. D'où vient cette obsession pour la peur, voire la terreur ? Comment se fait-il qu'elle fasse si bonne recette en littérature ? C'est que la peur est une composante intrinsèque à l'expérience humaine, nonobstant ses efforts pour tenter de la dépasser. Introduisant son essai par un épisode symbolique du climat d'insécurité qui régnait au XVIe siècle, Jean Delumeau se propose de montrer combien la peur dépasse l'individu seul. Son hypothèse de départ consiste à prouver que la peur a toujours marqué collectivité et civilisation, et donc l'histoire. Au niveau collectif, on parlera de croyances et de superstitions. Dans l'histoire, enfin, on a vu par exemple s'instaurer un régime de la terreur, de juillet 1793 à juillet 1794, où le terrorisme, l'une et l'autre forme menaçant leurs opposants de mort. L'homme en effet, à la différence de l'animal, sait très tôt qu'il mourra. Et contrairement à l'animal, dont la seule crainte est d'être dévoré, il revêt cette mort de toutes les formes dont son imagination est capable. C'est pourquoi il éprouve un tel besoin d'être sécurisé. Vercors résume sa condition en cette curieuse phrase. Les hommes portent des gris-gris, les animaux n'en portent pas. 4. Dans l'espoir de s'y familiariser, de la conjurer, voire de la ritualiser, on la crée de façon artificielle, comme le prouvent certains jeux d'enfants. Vision particulière du monde et de l'homme, l'art s'est tout naturellement attaché à l'évocation de la peur, soit pour en dénoncer les causes, soit pour justement l'apprivoiser. Ce sont en peinture le cri de Munch, le grand bouc de Goya, en musique le Faust de Berlioz ou en littérature la peur de Maupassant. La littérature fantastique, comme nous l'avons exposé, a accordé une place de plus en plus grande à ce sentiment. Mais pourquoi, en ce début du XXIe siècle, les progrès de la science n'ont-ils pas détourné les lecteurs du fantastique ? Science de l'inconscient, la psychanalyse a mis en évidence le fait que ces récits ressuscitent des souvenirs très intimes, enfouis au plus profond de nous. Difficile d'analyser nos réactions. C'est une peur mêlée de fascination, une peur violente ou qui s'insinue lentement jusqu'au malaise. Poussée à son paroxysme, elle devient terreur, laquelle se traduit au niveau de l'individu par une émotion choc, souvent précédée de surprise, provoquée par la prise de conscience d'un danger présent et pressant qui menace, croyons-nous, notre conservation. 5. Celle-ci se manifestera par une pseudo-paralysie ou au contraire par une gestuelle frénétique. Mais indéniablement, une certaine fascination existe, telle celle exercée par le serpent que l'on ne saurait expliquer. Et chacun s'en défend tout en l'avouant. D'où vient ce trouble qui agite le lecteur d'œuvres fantastiques ? Freud l'explique par la perte des repères avec laquelle joue l'univers fantastique. L'inquiétante étrangeté du fantastique découle précisément de ce que nous ne savons plus, beaucoup plus que du fait que nous avons peur. Il n'existe plus de cassure nette entre la vie et la mort. Les non-morts, tels Dracula, se lèvent de leur tombe, les poupées prennent vie. Est-ce un rêve ? C'est en général le prétexte final donné par l'auteur, car l'univers fantastique s'apparente à celui du rêve. Comme ce dernier, il lève certains tabous, certains désirs cachés refoulés en nous. Décryptons-en les allusions. Comme l'a fait la psychanalyse, nous ne tarderions pas à découvrir les pulsions de vie et de mort animant à notre image chacun des personnages emblématiques du fantastique. On s'apercevrait que Dracula, Frankenstein, la momie touchent à l'essentiel de nos angoisses. La vie, la mort, la connaissance, la sexualité. Fruit de l'inconscient de l'auteur, les images fantastiques trouvent un écho chez le lecteur, dans le sens où elles agissent comme révélateurs de nos peurs fondamentales. Ce jeu sur le rêve et l'état de veille ne peut pourtant pas durer indéfiniment. Le temps de l'incertitude doit rester bref. C'est la raison pour laquelle les auteurs se tournent toujours vers le conte ou la nouvelle. On parle de contes, de nouvelles, d'histoires fantastiques, rarement de romans. Le récit bref demeure, il est vrai, l'outil formel de rigueur pour susciter la peur voire la terreur. C'est qu'il présente un atout capital, celui de resserrer l'action le plus possible pour la densifier, comme dans le drame classique au moment de la crise. En fait, les théoriciens se penchent depuis peu sur le récit bref, souvent accusé à tort de facilité. Commençons par démentir cette idée, en rappelant l'importance de la nouvelle dans l'histoire littéraire. Si l'on considère les contes des Mille et une nuits comme des nouvelles, l'expression littéraire est alors née au Xe siècle, en Orient.
Mais son origine occidentale date du XIIe siècle en Italie avec un novellino anonyme, en France avec les fabliaux ou en Espagne avec le livre des exemples. Toujours est-il que la nouvelle, en tant que genre littéraire, a véritablement été reconnue en 1462, lors de la parution d'un ouvrage anonyme, Sans nouvelles nouvelles, inspiré du Décameron de Boccace et du Fabliau. Son sujet porte alors sur des anecdotes truculentes. Ce sont par exemple les mésaventures de Marie Gauche dupée par des femmes rusées. Au XVIe siècle, Marguerite de Navarre à son tour compose l'Heptaméron, 1559, recueil de nouvelles édifiantes dont elle a gommé les détails grossiers. Pendant la première moitié du XVIIe siècle, la nouvelle tente à se confondre avec le roman, lequel se développe avec succès. Mais nouvelle et roman restent, malgré tout, des formes mineures de l'expression vis-à-vis de la poésie et du théâtre. Ce n'est que vers 1760 que la nouvelle recouvre une certaine vigueur, illustrée par Jacques Cazotte, auteur du Diable amoureux, 1772. Récit simple, dépouillé, linéaire, gravitant autour d'un sujet unique, la forme moderne de la nouvelle est née, et bien avant, comme on l'écrit souvent, le XIXe siècle. La nouvelle connaît effectivement un essor considérable au XIXe siècle, grâce à un contexte économique et social favorable. À cette époque se multiplient les journaux et les revues, où elle s'insère facilement, élargissant à la fois son public et les possibilités pour le nouvelliste d'être publié. Hugo, Balzac, Gautier, Zola, Stendhal, Daudet, Barbey d'Aurevilly, Flaubert. Aucun des grands romanciers de l'époque ne rougit du titre de nouvelliste. La nouvelle revêt diverses dimensions, parfois proches d'autres formes narratives. Prosper Mérimée, en composant Colomba 1840, écrit une nouvelle quasiment aussi longue qu'un roman. Mais comme d'autres, il se sert plutôt de la nouvelle pour évoquer un univers fantastique. La Vénus d'Île, 1837, en est un exemple. De même, Le Horla, 1887, et d'autres textes de Maupassant sont des récits particulièrement angoissants. Pourtant, la tendance à la nouvelle longue ou fantastique n'est pas dominante au XIXe siècle. Les nouvellistes préfèrent les récits courts traitant de sujets vrais. Fait appréciable, Maupassant introduit dans la nouvelle la notion d'instant qui sera reprise au siècle suivant. Il s'agit moins pour lui de narrer une histoire que d'évoquer un instant important de la vie d'un individu, généralement lié à une révélation ou à une prise de conscience. Au XXe siècle, la nouvelle survit à l'ombre du roman. Certains écrivains s'aventurent vers d'autres voies et exploitent la brèche de la notion d'instant ouverte par Maupassant ainsi que par des écrivains étrangers, tels Catherine Mansfield. Les nouvellistes affectionnent aussi la finale ouverte qui laisse l'histoire en suspens, contraignant ainsi le lecteur à poursuivre en lui la lecture. Les sujets abordés par la nouvelle n'ont jamais été aussi divers, traitant d'un quotidien ordinaire, plus particulier ou social, sinon d'analyse. Ce sont pour Boileau-Narcejac des nouvelles policières, pour André-Pierre de Mandiargue des récits érotiques, des histoires fantastiques pour Marcel Brion et Georges-Olivier Châteaurenaud, ou de science-fiction pour Pierre Boulle. Amusantes chez Perret, elles sont fantaisistes chez Marcel Aimé, farfelues chez Gripari, pleines d'humour noir chez Signac. La nouvelle s'est également illustrée par un message philosophique que voulaient transmettre des auteurs comme Albert Camus ou Jean-Paul Sartre. Il a existé de remarquables collections de nouvelles, dont La Renaissance de la Nouvelle, 1934 à 1939. Certaines revues, comme Brève, depuis 1975, défendent la cause de la nouvelle et vont jusqu'à concevoir un musée de la nouvelle. Des anthologies ont été constituées, telle l'Anthologie de la Nouvelle Française de Marcel Raymond 1950. Depuis 1975, de temps à autre, sont édités des ouvrages collectifs. Des concours de nouvelles sont lancés comme Tu connais la nouvelle ? Recensés sur Nouvelle Donne, le magazine de la revue littéraire. Des prix annuels fleurissent, dont ceux de l'Académie française depuis 1971. Un festival de la nouvelle est même né en 1985 à Saint-Quentin. Cependant, de nos jours, la situation de la nouvelle française reste paradoxale. On lit avec curiosité les traductions des nouvelles étrangères des Argentins Borges et Cortázar, et de bien d'autres. En revanche, on boude les nouvelles françaises. Certes, le recueil Première gorgée de bière ou autre plaisir minuscule de Philippe Delerme a semblé relancer le succès des nouvelles. Mais c'est là une exception. La nouvelle française, parfois encore considérée comme un sous-produit du roman, reste de ce fait négligée par le public et les éditeurs.
Cette situation est particulièrement injuste puisque, comme nous l'avons développé, la nouvelle a longtemps été illustrée par des chefs-d'œuvre. Le récit bref, en outre, se prête volontiers à l'esthétique de la terreur. En effet, sa spécificité participe à l'effet de tension recherché par bon nombre d'écrivains mentionnés plus haut. Quelques constantes permettent de distinguer la nouvelle du roman. Selon Baudelaire, la nouvelle doit en effet viser l'unité d'impression. Pour ce faire, elle recourt à des procédés narratifs, dont le premier qui nous vient à l'esprit est d'aspect quantitatif. Pourtant, même si l'on accepte le jugement de Gide, selon qui la nouvelle est faite pour être lue d'un coup en une fois, la longueur ne saurait fournir le seul critère d'une définition. Sur l'épaule gauche du nouveau-né dont on trouva le cadavre devant la caserne du 22e d'artillerie, Versailles, ce tatouage, un canon. Félix Fénéon en écrivit des centaines de la même longueur. Nouvelles en 3 lignes, faits divers haussés au genre littéraire. En France, beaucoup de nouvelles comptaient 2 ou 3 pages au XVe siècle, de 10 à 25 au XVIe, de 100 à 200 au XVIIe, les nouvelles historiques poussant jusqu'à 300 ou 400. Quant au XXe siècle, elles vont du plus court, moins d'1 page chez Jacques Sternberg, au plus long, au-delà de 100 pages chez Morand et Lavarande. Mais la tendance à faire court l'emporte indubitablement. La terminologie, elle, est de plus en plus ambiguë, si bien que nouvelle, conte, histoire, récit deviennent de parfaits synonymes, le premier étant le terme générique. Les 3 contes de Flaubert déjà, réunissaient en réalité une légende, un conte et une nouvelle. La confusion n'est pas seulement diachronique, puisque dans la littérature anglo-saxonne, on parle de longish tale, de long story, de long short story, de short novel, etc. La nouvelle se distingue aussi du roman, car c'est le plus souvent un récit conté. Voilà pourquoi elle est si souvent confondue avec le conte, dont elle reprend le style oral. Autrement, c'est un récit à la première personne où les intrusions d'auteur sont nombreuses. Ce dernier commente un geste, justifie une description ou une ellipse, ou même il fait part au lecteur de ses réflexions personnelles. La nouvelle présente par ailleurs la caractéristique d'être présentée fréquemment comme histoire vraie. Dans toutes les cultures, le concept de la nouvelle est prétexte à brosser un tableau des mœurs du temps. Ce critère ne la restreint ni au réalisme ni au naturalisme, car le merveilleux est une composante du monde réel. Vathek est une nouvelle tout comme le sont les récits de Dino Buzzati, ou encore les Seven Gothic Tales de la danoise Karen Blixen. La nouvelle est enfin un récit au sujet restreint. L'auteur choisit de raconter une aventure, un souvenir, un épisode, une anecdote, un instant de vie. À cette fin, la nouvelle n'est écrite qu'à partir d'un seul point de vue. C'est un récit fortement structuré. Les différentes phases de l'histoire sont marquées par des notations chronologiques précises, soudain, 2 jours plus tard, ensuite, etc. Et aussi par la disposition typographique, comme la constitution de paragraphes. C'est en particulier un récit serré et rapide. C'est en cela que réside l'intérêt de la nouvelle pour susciter l'angoisse, la peur, la terreur. Selon l'aphorisme de Jules Janin, mentionné plus haut, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.